Voici le 4e épisode de ma série de podcasts consacrée à l'année 1982. Aujourd'hui, j'ai retenu la disparition subite d'une grande actrice, le fils Thatcher qui se perd dans le désert du Paris-Dakar, une prise d'otage dans une école primaire et un musical flottant. Europe 1, on de la raconte. L'année 1982. Nous voilà le 23 mai 1982, en plein Festival de Cannes. Tout de suite, cette information que nous venons d'apprendre à Europe 1, Romy Schneider est morte. C'est une information qui nous a été confirmée il y a quelques minutes seulement, sans détails particuliers, mais j'appelle Xavier Collin, qui se trouve rue Barbier de Jouy à Paris, là où est morte Romy Schneider. Xavier ? Eh bien, la triste nouvelle, en effet, vient de m'être confirmée il y a quelques minutes seulement, à la fois par les policiers qui entourent ici cet appartement de la rue Barbet de Jouy et les pompiers qui sont intervenus ce matin à 8h à la demande de l'ami et de la famille de Romy Schneider. Romy Schneider est morte au cours de la nuit, rue Barbet de Jouy, dans le 7e arrondissement de Paris, dans l'appartement de cet ami qui apparemment a appelé les pompiers et les médecins. Pour le moment, je ne peux pas vous donner beaucoup de détails sur cette mort. Je vous dirai simplement qu'on parle tout simplement de mort naturelle. Romy Schneider, si, est morte. Elle est morte un peu plus d'un an après le décès tragique de son fils David, qui, vous le savez, est mort l'année dernière au cours d'un accident. Depuis le début de l'après-midi, plusieurs acteurs ou réalisateurs célèbres sont venus ici se recueillir devant la dépouille de Romy Schneider. Claude Berry, Michel Piccoli, visiblement très ému, Jean-Claude Brialy, qui est arrivé avec une grosse gerbe de roses, et Alain Delon, qui, sous les flashs de quelques dizaines de photographes, est très rapidement monté au 2e étage de cet immeuble moderne où est morte l'actrice. On sait que hier soir, Romy Schneider et son compagnon, le producteur Laurent Pétain, ont dîné en compagnie de certains de leurs amis. Ils ont réintégré très tard leur domicile, et Laurent Pétain a dit aux enquêteurs que lui-même s'était immédiatement endormi, laissant Romy Schneider dans le salon de l'appartement. Et c'est là que ce matin, vers 8h moins le quart, il l'a trouvée totalement inconsciente. Les pompiers et un médecin ont immédiatement été appelés. On a essayé un massage cardiaque, mais il était trop tard. Romy Schneider était morte. Toute la matinée, les rumeurs les plus folles ont circulé sur les circonstances de ce décès. On a parlé de suicide, on a dit que la célèbre comédienne était morte à la suite d'un cocktail alcool somnifère trop important. Bien entendu, les autorités policières et le parquet ont mené leur enquête, et à 15h, on apprenait que la mort de Romy Schneider était due à une cause naturelle, que le substitut du procureur de la République venait de signer le permis d'inhumer, qu'une autopsie ne serait donc pas nécessaire et que le médecin légiste n'avait constaté à l'examen du corps aucune trace à caractère traumatique. Romy Schneider ne s'est donc pas suicidée, du reste on n'a retrouvé aucun message, aucune lettre de sa main laissant entendre qu'elle voulait mettre un terme à sa vie. Pour autant, on ignore toujours les causes exactes de son décès et il est fort possible qu'on ne les connaisse jamais. Rue Barbet de Jouy à Paris, Xavier Collin, Europe 1. En l'absence d'autopsie, évidemment, les rumeurs persistent. Romy Schneider s'est-elle suicidée? Qu'est-ce que ça peut leur faire aux gens? La justice a dit que c'était une crise cardiaque, donc c'est une crise cardiaque. Un mois plus tard, le 16 juillet 1982, une nouvelle icône du cinéma français disparaît. Patrick Devers. Au 25 de l'impasse du Moulin Vert, dans le 14e arrondissement de Paris, il y a une petite allée pavée parallèle à la rue du même nom. Au bout de l'impasse, une petite maison de 2 étages, mur blanc, porte verte, le tout assez mal entretenu. La Mercedes de Patrick Devers est encore garée devant la porte. C'est là, dans une chambre du 1er étage, près de son lit, qu'a été retrouvé le comédien, mort, avec une balle dans la tête, une balle de 22 longs rifles. Le comédien avait la carabine près de lui. Pour la police, il pourrait s'agir d'un suicide. Vers 15h, le domestique anglais de Patrick Devers, qui possède une clé du pavillon, trouve le corps. Aussitôt, il va chercher du secours dans une blanchisserie voisine. Écoutez la commerçante. Le jeune homme qui travaille chez lui est venu me chercher. Il avait l'air un peu affolé et puis il m'a fait voir que Patrick Devers avait, je sais pas... il a fait un geste comme ça. C'était c'est son domestique puisque je le connais. D'accord. Il ne parlait pas français, donc? Non, il parle anglais seulement. C'est pour ça qu'il m'a fait des gestes pour que je comprenne. Alors je suis allée voir en vitesse, et là il m'a fait monter au 1er étage, et il m'a montré, il est là, et j'ai vu qu'il était tout recroquevillé au pied d'un lit, et puis qu'il avait une arme près de lui. Et puis c'est tout, moi je suis venue en vitesse, j'ai rien touché. Et vous avez prévenu la police? Ah oui. Quand la police arrive sur les lieux, il est trop tard. Les médecins du SAMU viennent inutilement également. Ensuite arriveront Claude Lelouch et Francis Huster, le cinéaste et le comédien, avaient tout à l'heure au cours d'un déjeuner avec Patrick Devers
Mis au point, avenue Hoche au Club 13, le club cinématographique de Claude Lelouch, les derniers détails du tournage de Édith et Marcel. Patrick Devers suivait d'ailleurs un entraînement de boxe pour jouer le rôle de Marcel Cerdan dans le film de Lelouch. Lelouch tremble, baisse la tête, manifestement ému, seulement capable de dire « J'ai déjeuné avec lui, j'ai déjeuné avec lui ». Huster, plus calme, cache difficilement lui aussi son émotion. Il fait les 100 pas sur le trottoir, joue nerveusement avec ses petites lunettes à monture argentée et finit par lâcher « Quelle catastrophe pour le cinéma français !» Alors qu'il est, dans le pavillon de l'impasse du Moulin Vert, il y a encore les beaux-parents du comédien et son père. La femme de Patrick Devers, sa fille, était absente au moment du drame et il y a à peine 2 heures, le corps du comédien a été emmené à l'Institut médico-légal du quai de la Râpée pour autopsie. Personne pour l'instant, ni parmi les proches, ni parmi les voisins, ne semble pouvoir expliquer les raisons de ce suicide, ou en tout cas de ce geste. Il était en pleine forme, m'a dit une commerçante, qui connaissait ce grand fou comme elle le surnomme. Récemment, poursuit-elle, il m'avait encore offert des fleurs. Au 25 de la passe du Moulin Vert, dans le 14e arrondissement de Paris, Philippe Lefebvre, Europe 1. Patrick Devers était l'un des comédiens les plus talentueux de sa génération. Il s'était révélé il y a 8 ans dans le film Les Valseuses de Bertrand Blier, aux côtés de Gérard Depardieu et de Miou Miou. Il était en pleine forme, il avait plein de projets, il parlait de son métier, il parlait des films qu'on avait en chantier. Je suis complètement... ça remet beaucoup de choses à leur place. Enfin, Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'avait pas plus de problèmes que d'habitude. Est-ce que ça veut dire qu'il avait des problèmes importants? Patrick était quelqu'un qui était angoissé, qui était un garçon fragile, mais moi j'ai toujours pensé qu'il était d'autre part très costaud également. C'est une éventualité que j'avais jamais envisagée. Patrick Devers a aussi joué aux côtés de Catherine Deneuve dans Hôtel des Amériques. Elle témoigne qu'il portait un chagrin insondable, autant à l'écran que dans la vie. J'étais surprise sans être complètement étonnée, malheureusement. C'était quelqu'un de très vulnérable. C'était quelqu'un que je connaissais pas du tout quand j'ai tourné avec lui, que j'avais l'impression de connaître un peu mieux. Quelqu'un dont je me sentais à la fois très proche quand j'ai tourné avec lui, en même temps très éloigné à cause de la façon dont il vivait. C'est quelqu'un qui aimait bien vivre la nuit. Je pourrais pas dire que c'était quelqu'un d'asocial, parce que je peux pas me permettre de dire ça, je le connaissais pas assez. Mais c'était visiblement quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes de contact avec les autres quand c'était au pluriel, jamais avec les autres quand c'était en tête-à-tête ou quand il y avait peu de gens. C'était quelqu'un de très intense, de très pur et de très dur. C'est ça ce qu'il y a d'étonnant, c'était un homme finalement qui avait autant de passion que de mal de vivre, semble-t-il. Un mal de vivre incroyable. J'ai rarement vu quelqu'un qui m'ait donné autant l'impression d'être aussi profondément triste, mais je suis presque sûre qu'il avait ce regard-là quand il était très petit. D'ailleurs, je me souviens que quand on avait tourné ensemble, il y avait une photo de lui dans le film, qui était une photo qu'il avait apportée, qu'on lui avait demandé de lui quand il était adolescent. J'avais été absolument frappée par cette photo. Je crois qu'il avait 16 ans sur cette photo. Il y avait ce qu'on appelle une profonde mélancolie dans son regard. Enfin, quelque chose de très... Oui, de mélancolique. Très, très, très profondément mélancolique.
Chédid avec Ainsi soit-il, chanson de 1982. L'année 1982. Le 23 novembre 1982, dans l'Essonne, à Ville-du-Bois, un homme d'environ 30 ans pénètre dans l'école primaire à Ambroise Paré. Il est 11 heures. Il menace l'institutrice Michel Joubin. Eh ben, ce matin, on était en train de travailler, puis il y a le monsieur qui est rentré avec la carabine, puis il a demandé 25 millions à la maîtresse. Et puis alors nous, on a eu peur, et puis la maîtresse, elle nous a fait partir. Puis il y a un élève qui est parti avertir la directrice. Puis après, on est tous sortis de l'école, et puis après, j'ai pas vu la suite du tout. Mais comment ça s'est passé? Il vous a permis de sortir de la classe? Oui, il a dit qu'il nous ferait pas de mal, mais il ferait mal seulement à la maîtresse si on n'était pas assez sages. Comment était-il physiquement? Il vous a parlé? Ouais, et puis il a parlé surtout à la maîtresse. Il a recommandé des choses, sinon il nous arrivait un malheur. Il avait une carabine, une grande, qui était au moins grande comme ça. Il le pointait devant la maîtresse, et puis si elle faisait un seul geste qu'elle appelait la police, eh bien on le tuait. Elle l'a tué. Vous avez eu très peur, vous les enfants? Ouais, puis on avait pleuré parce qu'on avait peur que notre maîtresse soit tuée. Vous l'aimez bien, votre maîtresse? C'est la plus gentille. Heureusement que ça s'est terminé. La directrice évacue l'école vers la mairie. Le forcené se retranche dans un bureau avec la maîtresse et la jeune femme fait preuve d'un sang-froid remarquable. On a discuté et je me suis rendu compte un peu qu'il était très agité. J'ai vu qu'il y avait quelque chose de pas normal parce qu'il répétait souvent les mêmes choses, mais au bout de 10 minutes, les choses changeaient. Il me disait qu'il avait des acolytes qui l'attendaient, qui venaient de tuer quelqu'un, qu'il avait fait une banque, et puis après il me parlait de ce quelqu'un comme étant quelqu'un en vie. Enfin, on sentait que c'était tout à fait incohérent ce qu'il racontait. Alors je me suis rendu compte que c'était sans doute quelqu'un qui avait perdu un peu la raison. Alors j'ai employé le seul moyen, à mon avis, c'est-à-dire le calme, puis on a parlé d'autre chose. On était assis tous les deux, on discutait, et il tenait même pas son arme à la main, mais j'ai pas voulu tenter le coup parce que je me suis dit si jamais il me court après il risquerait de m'abattre, quoi. Et il me menaçait comme ça, mais il n'avait rien de... Il me dit oh non, vous êtes sympathique, il me disait on vous fera rien tant que vous me conduirez à Orly. Alors là j'ai ri parce que si vous saviez comment je conduis, il aurait choisi quelqu'un d'autre. Alors c'est là qu'il avait envie de prendre la directrice. Alors il me disait est-ce que la directrice conduit mieux que vous? Alors je dis ah oui, ça certainement. Qu'est-ce qu'il réclamait en fait? Il réclamait 25 millions anciens, une voiture, un chauffeur quand il a appris que je conduisais mal, et puis il avait la prétention d'avoir un avion. Il vous a dit pourquoi il voulait tout cela? Eh bien pour aller, parce qu'il disait qu'il était payé pour être un tueur à gages et qu'il avait raté son coup à Paris, donc il fallait qu'il aille en Algérie pour tuer quelqu'un. Je ne pensais pas que je serais libre si tôt, hein. Je vous avoue que... Et c'est maintenant que j'ai peur. Le preneur d'otage est confus. Il dit qu'il est le frère de Jacques Messrine. Au bout d'une heure, il demande un casse-croûte. Le premier adjoint lui apporte un repas et il parvient à extraire la maîtresse du bureau. Et finalement, l'homme est arrêté par les gendarmes sans aucune violence. L'année 1900.
avec leur tube de 1982, Should I Stay or Should I Go? 1982, On de la raconte sur Europe 1. La suite d'On de la raconte de Gimmer, et nous prenons la route du désert. En janvier 1982, lors de la 4e édition du rallye Paris-Dakar, et je vous rappelle qu'à l'époque on partait vraiment de Paris pour aller vraiment à Dakar au Sénégal, un équipage est déclaré perdu. Aucune nouvelle d'Anne-Charlotte Vernet, de son mécanicien et de son copilote Mark Thatcher, 28 ans, qui n'est autre que le fils de Margaret Thatcher, la première ministre du Royaume-Uni. Les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes. Nous leur avons proposé de les prendre avec nous dans la Jeep, toujours en fonction des vivres et de la flotte que nous avions et du cap que nous étions certains de suivre. Mais le fils Thatcher commençait à paniquer et n'a pas voulu suivre ce conseil. Il a dit « moi je reste dans ma voiture ». Et Charlotte Vernet a essayé de le persuader, ainsi que l'autre coéquipier. Malheureusement, il s'est entêté. On sentait nettement un type qui attrapait peur et qui savait pas un peu ce qui se passait. La première fois du désert, etc., se trouvait tout seul là. Et alors, nous leur avons laissé la moitié de notre eau, c'est-à-dire environ 5 litres, et puis des conseils de prudence en restant là, et qu'on allait nous s'occuper en arrivant à l'aéroport de Timeyawin de leur faire amener des secours. Mark Thatcher, Annie-Charlotte Vernet et leurs mécaniciens ont été parfaitement localisés en panne par un équipage suisse il y a 4 jours. Mais depuis, ils ont quitté cette position après avoir réparé sans doute, et on ne les retrouve plus. Malgré un travail incessant de l'avion balai, un gabier, un petit avion qui possède 11 heures d'autonomie, qui vole lentement et peut se poser n'importe où. Il est aux mains, cet avion, de 2 pilotes professionnels, dont l'un est médecin. Ils volent du lever du jour à la tombée de la nuit et dorment au pied de leur appareil. Mais ils n'ont rien trouvé. Saisie par la douleur et l'angoisse, Madame Margaret Thatcher, que les Anglais ont l'habitude d'appeler la Dame de Fer, a craqué. Devant les journalistes qui l'interrogeaient sur le sort de son fils alors qu'elle se rendait à un déjeuner officiel aujourd'hui dans un hôtel de Londres, Madame Thatcher a éclaté en sanglots après avoir murmuré qu'elle était très préoccupée et que son mari devait arriver à Alger mercredi après-midi. En pénétrant dans le hall de l'hôtel, les yeux rougis et gonflés, Madame Thatcher a continué de sangloter alors que des conseillers de son cabinet faisaient cercle autour d'elle. Le Premier ministre s'est un instant appuyé sur l'un d'eux, le temps d'essuyer ses larmes et de se reprendre. Jamais au cours de sa vie publique, Madame Thatcher n'a fait montre d'autant d'émotion et d'abattement. L'angoisse qui se lisait sur son visage était partagée par son mari qui, en quittant discrètement Londres par avion pour Alger en fin de matinée, avait dissimulé son regard derrière des lunettes sombres. Madame Thatcher a une immense affection pour son fils, dont elle a toujours admiré le courage physique. Il y a quelques mois, elle avait déclaré à la télévision qu'elle tremblait souvent lorsque Mark se livrait à la compétition automobile. Mais j'ai confiance en lui, avait-il dit. Il est comme moi, audacieux mais prudent. Londres, Antoine Merlino, AFP pour Europe 1. La France dépêche 3 avions militaires. Mais finalement, ce sont les autorités algériennes qui retrouvent le fiston de Miss Maggie et le reste de l'équipage, perdu à une 50aine de kilomètres du parcours officiel. Mais indemne. Comment ont-ils vécu ces 8 jours? Sans jamais désespérer, ont-ils affirmé, car il y en avait toujours à Détroit pour remonter le moral des 2 autres. Ils avaient un seul livre qu'ils se repassaient sans cesse, puis ils avaient institué un tour de guet pour se reposer à tour de rôle. Et évidemment, ils n'ont pas mangé grand-chose, et pas beaucoup bu non plus, car leur jerrycan d'eau avait éclaté. Ils n'avaient que les 5 litres d'eau que leur avaient donné des concurrents suisses. Tombouctou, Gérard Fusil, Europe 1. De telles péripéties forgent la légende du Dakar. Pour l'édition suivante, en décembre 1982, le chanteur Daniel Balavoine est de l'aventure. C'est pas une aberration qu'un chanteur parte faire une course comme celle-là, parce qu'en fait c'est la seule à laquelle qui que ce soit peut avoir accès, à condition évidemment de résoudre certains problèmes financiers. C'est vrai que c'est un truc assez fascinant, mais ça n'a rien à voir avec un fantasme. C'est une envie de faire du sport, de faire une course, de savoir ce que c'est, l'amour des bagnoles, et puis la curiosité, l'envie de découvrir autre chose, l'envie de se mettre en difficulté aussi, c'est vrai, pas de se faire souffrir, mais simplement de se mettre en difficulté, de découvrir d'autres choses, d'autres gens. Je veux dire que j'ai la chance à 30 ans d'avoir certains privilèges, dont un c'est celui d'être connu, et ce qui fait que
des gens sont intéressés aussi par le fait que je participe à ça, et donc moi ça me donne toutes les chances possibles de rencontrer un autre monde que le monde du show business, qui est toujours le même, toujours routinier, je veux dire, bon, et c'est une aventure humaine, morale, et c'est quelque chose d'exceptionnel. De toute façon, je crois que tous les gens, j'ai l'air un peu énervé comme ça, mais c'est vrai, parce que je crois que tous les gens sont motivés à peu près de la même manière pour ça. Et la voix n'ira pas bien loin, il abandonne dès la première journée. Mais le chanteur poursuit l'aventure dans la caravane, et il découvre l'Afrique, et il découvre la famine, et la pauvreté du continent qui le bouleverse. En 1982, un nouveau phénomène apparaît en France. On peut mourir de faim alors qu'on travaille. On appelle ces personnes les nouveaux pauvres. Des gens qui souffrent de la faim actuellement en France, c'est la révélation étonnante du Secours catholique. Le Secours catholique voit maintenant affluer dans ses permanences des gens qui ne réclament pas comme d'habitude de l'argent, des vêtements ou bien des chaussures, mais qui demandent à manger tout simplement parce qu'ils ont faim. C'est un phénomène tout à fait nouveau. Je suis allé ce matin à Trappes, à une trentaine de kilomètres de Paris, square de la Commune, dans une cité HLM qui n'a pas vu un peintre depuis des années. J'ai rencontré Émilienne. Émilienne terminait son petit déjeuner que sa voisine avait eu la bonté de lui offrir. Écoutez. Moi, je n'ai pas d'argent car j'ai été licenciée sans congé ni sans rien. Donc depuis le 1er juillet, je n'ai pas touché de salaire. Donc il me reste à la banque, c'est-à-dire ce que j'avais au mois le fin juin, c'est-à-dire 240 francs que je vais aller retirer pour mes médicaments aujourd'hui. Ils m'ont licenciée, donc je vis avec rien du tout, je n'ai pas de ressources. Et je n'ai pas le droit à aucun secours.
car je n'ai pas mes enfants à charge. Bon, elle, je viens la voir, c'est-à-dire comme c'est ma camarade, je viens la voir, elle me dépanne, elle me donne des fois 2 biscottes, elle me donne du café le matin. Elle me dit, tu veux du café? Elle me dit, des fois je viens la voir. Bon, ce matin j'ai bu du thé qui me restait depuis déjà un moment. Est-ce que vous savez ce que vous allez manger ce midi? Ah c'est-à-dire que je vais faire des frites, parce que j'ai des pommes de terre, et puis j'ai un pied de salade que j'ai acheté. Je vais manger ça, c'est tout. Le docteur, il me dit que je suis pas assez grosse, il me l'a dit. Un autre cas, toujours à Trappes, toujours square de la Commune. Colette, 40 ans, fait le total de ses maigres revenus. Moi, je mets 110, 120, à peu près. 110 000 par mois. Bon, là, vous avez un logement qui est tout à fait bien. Combien vous payez de loyer? 119. Bon, alors, si on fait la soustraction, il ne vous reste plus rien pour vivre. Comment vous faites? Ah ben oui, j'ai eu des petits secours, comme je vous ai dit, par une assistante sociale de Versailles. C'est avec ça que j'ai pu mettre de côté, que j'ai laissé pour mon gaz, ma lumière. Puis je vivote dessus, quoi. Je ne peux pas faire des frais. Vous avez des loyers en retard? Ah oui, je dois 3 millions. Comment vous faites pour vous nourrir? Parce que finalement, ça commence par ça. Ah oui, je vous dis, on achète des petits trucs le moins cher possible. Je fais des nouilles en sauce, des frites, je fais beaucoup de cuisine moi-même. Puis question de s'habiller, à ce moment, je m'habille pas du tout. Même la petite, j'achète rien pour elle. Tout à l'heure, là, vous me disiez que vous vouliez pas parler parce que finalement, on a un petit peu honte d'être dans des difficultés, c'est ça? Oui, c'est ça. Surtout, je ne voudrais pas qu'on donne mon nom, quoi, c'est ça. Je préfère que ça reste anonyme. Mais j'aimerais pas que tout le monde soit au courant de ma situation ici. Alors, qui sont ces nouveaux pauvres? Des gens en difficulté depuis moins d'1 an, souvent en rupture de famille, veufs ou séparés. D'autre part, c'est une majorité, en très grande majorité française, plus de 80% de cette population est française, qui se répartit à peu près en équilibre entre hommes et femmes. Donc ça nous change un peu de la population qui traditionnellement venait demander des secours dans les services d'action sociale où les femmes sont surreprésentées. C'est une population qui est située au bas de l'échelle sociale, sans qualification professionnelle, et dont les parents, et ça c'est très important, et dont les parents étaient dans la même catégorie professionnelle qu'eux. Ce qui semble dire que sur une génération, il y a eu peu de changements dans la situation de ces personnes. Même si l'ensemble de la société a évolué et il y a eu une aspiration vers le haut, ces gens n'ont pas été concernés par ce mouvement. On nomme un chargé de mission sur la misère et la précarité. Le bonhomme ne fait pas l'autruche, hein. Il admet qu'il y a un problème. Mais côté solution, c'est pas clair. C'est tout de même surprenant parce que, la France est un pays développé. Il y a aussi une très bonne couverture sociale que le gouvernement est en train d'améliorer encore. L'opinion le sait, et l'opinion dit même parfois qu'il y a trop de couverture sociale, que des gens en profitent. Alors comment se fait-il qu'il y a des gens qui passent à côté? Nous avons essayé, tout au long de ces dernières années, de viser de manière plus précise possible la situation des personnes en situation sociale difficile. Ça nous a conduit dans notre législation et notre réglementation à une sophistication des systèmes tels que les gens qui devraient en bénéficier n'arrivent quelquefois à ne pas les comprendre et non ne pas pouvoir y pénétrer. D'autre part, nous subissons, comme toute institution, certaines pesanteurs. Par exemple, dans la pauvreté, je crois qu'il y a un grand problème qui est de savoir répondre en urgence. Il ne faut pas attendre. Il faut pouvoir liquider un dossier quand on se trouve dans une situation difficile dans les plus brefs délais. Or, ça n'est, c'est vrai, pas toujours le cas. Il y a encore effectivement des efforts à faire. L'année 1982. C'est re-moi. Et je vous raconte toujours l'année 1982. Et voici un événement européen. Le 27 avril 82, Europe 1 réunit la crème de la chanson française. Mais pas dans un studio, hein. Sur la scène. Sur une barge, sur la Seine. Et sur cette barge, il y a Sardou, Beko, Johnny, Lenormand, Carlos, Dalida, Annie Cordy, Julien Clerc, Balavoine, Gainsbourg, Serge Lama ou encore Michel Berger. Annoncé en grande pompe sur l'antenne de la station, l'événement est très attendu à Paris.
les motos d'Europe 1 suivent en direct la déambulation de ce musical flottant. Gérard Fusy à bord de la moto Europe 1. Oui, et sur un pont de Paris, sur le pont d'Hénin très exactement, Jean-Loup, sous la tour Eiffel, et je suis face à la barge. J'ai vu tout à l'heure du pont Birakaïm arriver la barge toute illuminée avec un gros Europe 1 sur le côté, cette énorme barge qui impressionnait beaucoup les milliers, les dizaines de milliers de spectateurs qui étaient déjà sur les rives et sur les quais de la Seine, car il y a du monde, vous savez, à ras de la Seine, sur la rive elle-même, et puis il y a aussi du monde sur les quais, il y a aussi du monde sur les ponts. Tout à l'heure j'étais à la sortie du métro Birakaïm, Jean-Loup, et bien chaque rame de métro emmenait des bouffées de personnes qui venaient, de spectateurs qui venaient ici assister à ce grand spectacle, et cela eh bien depuis plus d'une heure. Et comme vous l'avez dit, un des conducteurs du métro s'est arrêté, Philippe Gildas, vous le notifiez tout à l'heure, s'est arrêté au-dessus de la Seine quand la barge d'Europe 1 est arrivée. La voie express rive gauche est totalement neutralisée. La voie Georges Pompidou est fermée depuis l'ouest, c'est-à-dire depuis le quai Saint-Exupéry jusqu'aux Tuileries. Quant à la place de l'Hôtel de Ville, bien sûr, elle est également interdite à la circulation, donc tous ces secteurs à éviter dans quelques minutes. Donc tous les bords de Seine seront totalement libérés de leur voiture et ouverts, tout grand ouvert aux piétons. Vous pouvez venir dès maintenant et venez nombreux, donc il fait bon flâner sur ces bords de Seine. À tout à l'heure. Nous allons glisser au son de Gilbert Bécaud d'abord dans quelques secondes vers le carillon de 20h pour le grand départ de la nuit de la chanson Europe 1. Ça y est, vous entendez sonner 20h et à bord de la barge aux vedettes, Viviane Blassel. Viviane Blassel qui fait les yeux doux à Sacha Distel ou vice-versa. Je vais demander à Serge s'il avait besoin de boire quelque chose, mais je sais plus de quel côté me tourner trop, parce que je suis entourée de très très beaux garçons ce soir. Serge Gainsbourg, Carlos, Johnny, et puis vous, Sacha. Je suis là en spectateur comme tout le monde, parce que je trouve ça absolument magnifique de voir tous ces gens que j'aime ou que je désaime, mais que je respecte et que j'admire en tout cas. Sacha, regardez sur les berges. Regardez sur les berges ce monde. Je suis au spectacle comme les gens qui sont sur les berges, là, c'est magnifique. Jean-Loup, nous avons une toute petite, très grande vedette, c'est Charlotte Gainsbourg, la fillette de Serge, et qui est très contente et qui sourit. Parle, Charlotte, le sourire, ça n'est pas radiophonique. Alors, qui va faire son prochain disque avec papa? Moi. Et tu t'appelles comment? J'ai déjà dit. T'as déjà dit? Bah, on recommence dans le code. Charlotte. Charlotte quoi? Gainsbourg. Non, Gainsbourg. Destination finale de toutes ces vedettes, le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, pour un concert gratuit devant des dizaines de milliers de personnes. C'est l'animateur d'Europe 1, Jean-François Diot, qui accueille les chanteurs. Et alors en ce moment, arrivent par grappe toutes les vedettes qui s'installent dans ce hall de l'Hôtel de Ville avant de monter sur scène pour participer au grand spectacle autour de Tino Rossi. Et là j'ai Michel Berger par exemple. C'est un peu le marathon, Michel, quand même, hein? Ah oui, un peu. Non mais c'est agréable, c'est pas du tout un marathon. On a l'impression de faire du 50 à l'heure là, en courant, c'est très agréable. Puis on a vu Paris d'une manière tellement belle, c'est vraiment merveilleux ça. Tu vas pas me dire que c'est la première fois que tu montais sur une sorte de bateau-mouche, là c'était pas le cas, mais... Pas du tout, non, parce que moi j'ai fait Paris sur les bateaux-mouches, j'adore ça. Alors c'est pas du tout la première fois, mais là il y avait quelque chose de plus quand même, il y avait la musique et je trouve que ça va drôlement bien avec Paris. Et sur la scène de l'Hôtel de Ville, le monsieur loyal du grand concert n'est autre que le camarade Pierre Bellemare, la vedette d'Europe 1. Et monsieur loyal a bien du mal à faire régner l'ordre. Tino, nous allons nous mettre ici et nous allons demander à tous les artistes qui ont participé à ce gala de bien vouloir venir et d'entrer en scène. Qui vient encore sur scène pour remercier Tino Rossi, faire la photo de famille. Y a-t-il encore quelques invités de notre péniche, de notre musical flottant qui peuvent venir sur scène? Tout le monde est arrivé? Tout le monde est en scène? Tout le monde. Bien. Nous remercions toutes les vedettes pour cette photo de famille. Voulez-vous vous reculer un tout petit peu? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, messieurs les artistes, mesdames les vedettes, voulez-vous vous reculer un tout petit peu? S'il vous plaît, vous reculez un tout petit peu pour faire la photo de famille. Merci. Enrico Macias, est-ce que je vous ai cité? Est-ce que je vous ai vu? Oui, je vous ai vu. Parce que je ne sais plus qui est sur ce plateau, j'en suis assez affolé. Serge Gainsbourg, soyez gentil. Vous repartez là-bas. André Verschuren, soyez gentil. André, il recommence. Vous savez que c'est quelque chose. Merci. C'est très bien. Voilà. Bravo. Eh ben, c'est parfait.
vous savez que c'est quelque chose. Voulez-vous refiler là-bas? Bon. On va y arriver. Bon. Est-ce que vous voulez écouter les lacs du Connemara? Ah bah si vous voulez l'écouter, faut me laisser parler une seconde, parce qu'il est indispensable pour cela que j'appelle sur ce plateau Michel Sardou. Michel! Je ne sais pas s'il est nécessaire de vous dire que cette chanson s'appelle Les Lacs du Connemara et qu'elle est l'œuvre de Michel Sardou. Cette grande nuit de la chanson d'Europe 1 fut éditée en cassette VHS. Allez voir dans votre grenier si vous n'en trouvez pas une. Europe 1. C'est ainsi que s'achève le 4e épisode d'On de la raconte consacré à l'année 82. Et je dis merci à Guillaume Maury et Julien Pichenet d'avoir fouiné dans les archives d'Europe 1 pour moi. Réalisation signée Boris Paczynski. La suite de notre immersion dans l'année 1982 dans le 5e épisode d'On de la raconte une année. Retrouvez On de la raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur europe1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.